Bienvenue dans ce Dev Talk Show Camer. Je suis Fang Bissai, votre hôte pour ce voyage au cœur du développement logiciel au Cameroun. Notre slogan, ici on parle tech franchement et sans langue de bois. Nous sommes sur Kalak FM 94.5. Vous pouvez également nous retrouver sur notre page YouTube, The Dev Talk Show Camer. Alors restez à l'écoute et bienvenue dans l'univers de Dev Talk Show. Feel Fix exclusive. Yo la team, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 7. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet tout aussi intéressant. Il s'agit du freelance au Cameroun. Oui c'est vrai, on a énormément parlé de carrière sur le plateau, énormément parlé de passion, mais il est temps de s'intéresser à ce qui nous rapporte et ce qui nous fait rester debout, ce qui remplit notre ventre. Et du coup, aujourd'hui pour cette émission, on reçoit un invité spécial. On a beaucoup parlé de lui ici en tant que développeur businessman. Il s'agit de Marcelin bien évidemment et je serai accompagné de Martial tout au long de cette émission. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, les gars, vous connaissez déjà, moi c'est Fang Bissai, développeur .NET C# avec déjà près de 5 ans d'expérience. Quand tu vois .NET, c'est moi que tu vois. Et vous les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je commence par toi Martial. Salut à tous, salut à toute la communauté parce que nous sommes déjà une communauté. Donc je suis Martial comme ingénieur logiciel Java pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, le thème est frileux. Nous sommes avec un invité exceptionnel. Comme d'habitude, on n'a que des invités exceptionnels. Comme d'hab. Donc moi, je suis paré à commencer et on va passer un très bon moment, je vous l'assure. Le petit Martial, toujours humble. Et toi, Marcelin? Ok, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Fougan Lélé. Je suis ingénieur logiciel et je suis spécialisé en JavaScript. Je fais plein de trucs aussi parce que je fais du business, donc je me suis retrouvé en faire plein de trucs, mais je suis spécialisé en JavaScript. Oh, full stack. Ouais. Ok, gars, on a l'habitude de commencer l'émission en demandant toujours à nos invités s'ils sont plutôt développeurs, businessmen ou caristes. Bon, toi, c'est déjà, on connaît déjà, tu es un bon businessman. Mais la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu penses de notre podcast? Est-ce que tu es abonné? Est-ce que tu suis? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis abonné et je suis parce que cette initiative, d'abord, c'est un truc que je salue beaucoup parce que moi, en tant que businessman au Cameroun, j'ai pas... En fait, vu que je fais du business avec du développement, donc je suis souvent amené à chercher des voies et moyens pour trouver des missions, tu vois. Et ce genre d'initiative, parfois, ça fait connaître, ça fait élargir son réseau. Et voilà, moi, je n'en connais pratiquement pas dans notre pays. Et, bon, peut-être c'est mon réseau qui est faible, mais je n'en connais pas, en fait. Donc, je salue vraiment l'initiative et je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Il faut noter qu'on s'est croisés dernièrement au CITS. Bon, je dis dernièrement, mais ça date quand même. J'espère qu'on se recroisera à plein d'autres événements, etc. Certainement. Ok, les gars, aujourd'hui, comme tu as dit, on va parler de business, comme je l'ai annoncé dans l'intro. On va parler de business, mais plus précisément de freelancing. On a l'habitude d'utiliser ce thème énormément et très souvent, mais je pense que beaucoup ignorent peut-être ce que c'est exactement. Est-ce que tu peux déjà nous éclairer, Martial, sur ce que c'est que le développement en freelance? Bon, déjà, on va commencer par définir le freelance au sens cartésien du terme. Yes. Le freelance, d'abord, c'est quelqu'un qui est indépendant dans sa profession et qui n'a pas de contrat de longue durée avec un employeur particulier. Maintenant, un freelance dans le développement, c'est quelqu'un qui, contrairement aux employés, il n'est pas lié à une seule entreprise par un contrat de travail. Il collabore généralement sur des projets spécifiques ou pour des périodes déterminées selon les besoins des clients. Et la spécificité des freelance, c'est quoi? C'est le statut d'indépendant. Ils sont autonomes, ils sont flexibles. Ils travaillent la plupart du temps sur des projets variés. Ils choisissent leur mission, en fait. Ils choisissent leur mission. Quand tu parles comme ça, il y a plein d'images de développeurs freelance qu'on a l'habitude d'idolâtrer. Je ne sais pas si j'exagère en disant ça, mais qu'on suit beaucoup sur YouTube. Je veux parler par exemple, notamment de Benjamin Code. Je sais pas si ils sont nombreux, surtout sur YouTube. Tu as parlé de Benjamin Code, il y a aussi Graphic Art. Je crois qu'il y a développeur libre. Déjà, le nom nous fait comprendre que c'est un freelance. Oui, les Mike Codeur, frère Codeur. Sans oublier Melvins. Ah, Melvins. Next.js. Ça, c'est Next.js. Moi, j'ai... enfin, pas que j'ai... Bref, vous avez compris. Ouais, Melvins, ouais. Et toi, Marcelin, est-ce que quand tu suis cette définition-là, tu es totalement en accord avec ça? Sur le plan camerounais du terme, est-ce que c'est comme ça que le freelance fonctionne au Cameroun pour les développeurs? Bon, c'est où j'allais en venir justement. J'allais commencer par dire que la définition, oui, elle est correcte, mais lorsqu'on la ramène à notre contexte camerounais, ça devient autre chose. Parce que, bon, comme il a dit, le freelance, la définition, c'est ça. Mais dans notre contexte camerounais ou africain, c'est plus vraiment ça. Parce que
on ne parle même plus vraiment de freelance chez nous. Chez nous, on parle plus de gombo. On va dire gombo. Parce que déjà, comme il a dit, tu es indépendant, tu choisis tes missions. Tu vois, ça, c'est les points vraiment contraires. Parce que ici au pays, pour choisir ses missions, ça arrive, je veux dire, une fois sur 1000. En fait, ici, tu prends ce qui vient. C'est comme ça. Donc... C'est pour ça qu'on appelle ça gombo. Voilà, justement. Et aussi, c'est difficile d'être indépendant de freelance au Cameroun actuellement. Donc, voilà. Quand tu dis que c'est difficile d'être indépendant au Cameroun, c'est dans quel sens? Tu as toujours un CDI à côté, tu es toujours accroché sur un CDI d'abord. Oui, en fait, c'est même tu as ça, toujours une valeur sur. Voilà, c'est même ça le piège. Hein. Je ne sais pas si je vais dire le piège, mais c'est ça l'une des contraintes. Dans notre contexte, pour être à l'aise avec le freelance que tu fais, il faudrait avoir un truc à côté. Sûr, voilà. Parce qu'au Cameroun, les freelances, ça peut être bien un moment, après ne pas être bien. C'est vrai que partout, c'est comme ça. Mais sauf que la différence avec ailleurs, c'est que tu peux travailler 6 mois. Après, tu fais les 6 autres mois, tu ne fais plus rien. Or, dans notre contexte, c'est difficile. Il y en a qui peuvent le faire, mais c'est très, très difficile. Ce n'est pas commun. C'est vrai que la plupart qui font ça, c'est même ceux qui ont des missions à l'étranger. Oui, voilà, justement. Et ça, c'est encore un réseau trop compliqué. Trop compliqué, voilà. Ouais. Tu es d'accord avec ça, Martial? Donc, moi, si je le comprends bien, ça veut dire qu'au Cameroun, c'est difficile de vivre du freelance. On va dire ça comme ça. Oui. Que du freelance, c'est difficile de vivre. Oui, voilà, c'est exactement, tu as bien dit, c'est difficile de vivre que du freelance, c'est pas évident. Ok, ça veut dire parce que les missions sont parfois aléatoires. Tu n'es pas sûr de trouver une mission chaque 2 mois, ne serait-ce que chaque 2 mois. Il y a plein de problèmes qu'on a ici, comme les paiements. Parfois, tu peux me faire une mission, après on te paye pas. J'allais en venir, parce que les gars sont quand même, il y a la plupart des clients qui nous abordent souvent, même dans les gombos, dans le cas des gombos. Parce que les gars, tout le monde fait les gombos. Parce que dans le cas des gombos, souvent, la rémunération n'est pas top. Et même souvent, ça ne vient pas complètement. Donc, du coup, moi, je le comprends et je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Et quand tu parles de gombo, tu vois, vous remplacez tes missions par gombo. Moi, j'aimerais qu'on définisse exactement ce que c'est qu'un gombo. Pourquoi c'est différent d'une mission? Déjà, moi, je veux que vous me donniez une différence déjà sur les plans, par exemple, des spécificités techniques, légales. Est-ce qu'il y a des contrats ou pas avec le gombo et des trucs comme ça. Si moi, je devrais donner la définition, pour moi, entre... Enfin, pas la définition, mais les différences. Mais les différences entre une mission et un gombo. Oh, quand même, ouais. La mission, c'est... L'entreprise X vient te voir, développeur freelance, je te contacte par mail. Est-ce que j'ai un site que je veux... Bon, je prends le cas du site parce que tout le monde connaît ça. J'ai un site que je veux refaire ou que je veux faire. Est-ce que je pourrais payer tes services? Est-ce que je pourrais m'offrir tes services? Et là, on fait une tarification, on lui envoie un cahier de charge et tout. Souvent, même le cahier de charge est déjà payant. Et tout, on passe au développement, on passe à la modélisation, déploiement, et c'est OK. Et avec les spécificités techniques. Même si le client n'est pas trop technique, il y a quand même un cahier de charge qui le rassure. Et en lui disant que, bon, voici ce que je vais utiliser, pourquoi je vais utiliser cette technologie, etc. Le gombo, c'est, gars, j'ai un petit truc là à faire, j'ai un petit site là, est-ce que tu peux, un temps de mouvement, en 2 jours, tu as fini, tu ne connais pas le client, vous vous êtes jamais arrangé sur le prix exact et tu as ton 50 000, 60 000 après 2 jours de travail, c'est ça le gombo. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un statut de freelance pour pouvoir avoir un gombo. Tu peux être en CDI là, tu as un petit, comme Ramsey s'appelle ça, un warap. Un petit truc qui vient là, un petit projet qui vient là, on t'ajoute seulement dedans. Parfois c'est déjà une équipe qui est en place, on t'ajoute dedans, tu fais ton taf et tu te barres. C'est ça un gombo. Tu as parlé de Ramsey, son salut, le seigneur Java en France. Tu es d'accord avec sa définition de gombo, bien tu voudrais ajouter des choses? Oui, je suis d'accord avec sa définition, totalement. C'est ce qui est, c'est ça. On n'a pas vraiment de spécifications quand on fait je voulais dire gombo, du gombo au Cameroun. Quand on fait du freelance au Cameroun. Donc voilà, il n'y a pas de spécificité technique. Et on ne choisit pas. On ne choisit pas. Vraiment, il faut se dire ça, on ne choisit pas. Ce sont des trucs exceptionnels là-bas, choisir. J'espère que tous les jeunes qui sont à l'école, qui rêvent de vivre en freelance, quand ils auront fini, là, après leur soutenance, j'espère qu'ils comprennent déjà. Et puis, j'ai souvent l'habitude de voir sur les plateformes comme LinkedIn, etc., où on cherche un freelance, par exemple, pour aller débugger, juste faire du débugage. Parfois, on cherche un freelance juste pour développer une petite fonctionnalité. Est-ce que dans les gombos que toi, tu fais tous les jours, là, tu vois ce type de mission là, qu'on voit en Beng là-bas, ici? Oui.
Mais ça, ce sont des missions qui sont arrivées bien après. Donc, au départ, comme Massadio, au départ, ce sont des missions qui sont en relation avec tes proches. Donc, c'est du bouche à oreille. Donc, ça sera toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui te connaît. Ça sera tout dans ce sens-là. Mais avec le temps, plus tu gagnes l'expérience, plus tu trouves sur les plateformes. Et bon, généralement, ce genre d'émissions, moi, je les vois sur les plateformes. Les plateformes où tu t'inscris, tu peux voir des trucs pointus et précis. On reviendra sur les plateformes plus tard. Mais est-ce que les clients camerounais que tu as déjà rencontrés t'ont donné vraiment des missions type européennes, comme je disais là, dont des trucs spécifiques, développer un petit toolkit ici, faire un petit truc là-bas. Un Camerounais, dans un gombo. Honnêtement, je n'ai pas de souvenir. Honnêtement, les Camerounais veulent toujours une application, un site, oui, un truc. Ils veulent tout un truc. Il n'y a pas de trucs pointus. J'ai fait des trucs pointus, mais jamais pour les Camerounais. Ça veut dire qu'en gros, parce que quand j'ai donné la différence qu'il y a entre une mission et un gombo, là, ce qu'il m'a été dit, c'est il a décrit en fait la mission. On vient te voir pour un cas spécifique avec une exigence technique spécifique pour travailler sur un truc spécifique. Ça, c'est ça que j'ai appelé mission. Mais tu dis, je suis étonné que tu me dises que tu n'as pas encore eu ça avec un client camerounais. Ça veut dire que tu n'as pas encore eu une mission avec un client camerounais. Avec un client camerounais. Avec le client camerounais, c'était. Je suis en train de me demander s'il y a des missions même au Cameroun. Des missions freelance au Cameroun. Parce que là, ce que tu décris, c'est le gombo qu'on te voit là. C'est quelqu'un qui te connaît, qui te met sur un truc, sur une piste pour que tu fasses un... Oui, généralement c'est comme ça. Et aussi, il y a aussi, je sais pas comment il va appeler ça. Il y a aussi les associations Cameroun, il va dire associations, entre guillemets, parce que il y a des associations aussi, il veut dire des entreprises. Voilà, par exemple, il peut prendre l'exemple des hôtels. Un hôtel qui est une institution, peut avoir besoin d'une plateforme pour gérer son hôtel et tout ce qui va avec. Et on me contacte, tu vois, mais l'hôtel va pas me contacter directement. L'hôtel connaît quelqu'un qui me connaît. Tu vois, là, ça, voilà un peu. Tu vois, et là, toujours, leurs besoins, eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, tu vois. Ils vont te dire, là, on veut. C'est à toi de maintenant de faire le cahier des charges, leur présenter. Voilà encore une et les draguer. Avec la mission même. Oui, mais ce que j'ai aussi remarqué avec ce que tu expliques là, par exemple, quand c'est quelqu'un qui te connaît, qui te met sur un marché comme ça, c'est que tu n'es souvent pas directement en contact avec le boss même. Oui. Et ça me dit aussi, quand tu parles, ça me fait aussi me dire que c'est peut-être aussi parce que les clients qui te donnent ces freins au Cameroun ne connaissent pas aussi cette plateforme. Ils ne sont pas éduqués à ça. Voilà, exactement. Donc, c'est toujours dans l'entourage qu'eux aussi vont chercher des solutions. Ce n'est pas encore assez vulgarisé. Exactement. Ok, les gars, maintenant parlons de comment on fait pour se lancer dans ça. Donc ça veut dire que, tu sais, il y a des gens... Parce que quand on parle de... Bon, c'est vrai que c'est tel qu'on vient de définir, on vient vraiment de voir la différence entre le freelance au Cameroun et le freelance en Europe, tu vois. Bon, maintenant, si quelqu'un, lui, veut se lancer dans ça, déjà, quelles sont les différentes étapes Marcelin. Ok. Bon, en fait, moi, je vais essayer d'écrire un parcours. Je ne peux pas avoir la prétention de dire que c'est le meilleur. C'est celui que moi, je maîtrise le mieux. Si tu peux donner juste... les points principaux et après on développe chacun après. D'accord. Bon, s'il faut parler des points principaux, c'est que... Premier point. Première étape, si on va dire comme ça. Ok. Première étape, il faut d'abord aussi une bonne formation donc, et être compétent. Ça, c'est la base vraiment. Si vous suivez qu'indépendant, il faut faire une bonne formation et être compétent. Se rassurer qu'on est compétent. Faut pas... Et pour être compétent, c'est pas dans sa tête. Ça doit venir du retour d'expérience des autres. Donc, ce n'est pas toi qui dois dire que je suis compétent parce que j'ai fait tel ou tel truc. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut développer son réseau. Et pour développer son réseau, la meilleure solution, c'est d'aller en entreprise parce que c'est là où il y a des interactions avec d'autres personnes. Troisième étape, il faudrait aller sur les plateformes en fait, de freelance. Pour trouver son premier client. Premier client. Donc ça veut dire que la troisième étape, c'est trouver son premier client, on va dire comme ça. Oui, trouver son premier client. Et peut-être générer un effet domino. Le premier client amène un deuxième qui lui amène un troisième. Et il faut aussi être ouvert. Donc il faut beaucoup communiquer. Quand je communique, c'est que tout le monde doit savoir ce que vous faites. Moi, je suis un cours à l'école que j'ai beaucoup apprécié. Il s'appelait Recherche d'emploi. Moi, j'ai fait ce cours. Une fois, la dame m'a menacé. Quand on ne vient pas, elle va nous punir. Je suis allé ce jour-là. J'ai adoré le cours plus que les cours d'ingénieur qu'il faisait. Parce que ce cours, elle nous a appris comment se vendre. Et c'est un truc qu'on néglige beaucoup dans nos formations. On reviendra dessus. Comment se vendre. Et le dernier point, je suppose, parce que là tu as parlé de formation, réseau, trouver son premier client, et je suppose que le troisième point c'est quoi? C'est juste
te battre à scaler ton business, évoluer toujours un peu plus, continuer d'élargir son Oui, réseau. et l'objectif, comment on dit, le Saint Graal, c'est trouver une mission à l'extérieur. Ok, C'est- donc ça veut dire qu'on va dire un dernier point, après avoir trouvé ta première mission, après avoir enchaîné, commencer à trouver les missions à l'extérieur. Exactement. Ok. C'est là que tu pourras devenir indépendant. Ouais, je trouve que ça, c'est un bon parcours. J'ai hâte d'attaquer chacun des points que tu viens de donner. Je pense que c'est même le schéma classique que certains freelance suivent aujourd'hui. Mm. D'abord entrer en CDI, ensuite Donc, développer ça veut son dire que- réseau. Ça veut dire que tu es d'accord avec ça? Ici au Cameroun, je suis Ouais, d'accord avec parfait. ça. Mais c'est toujours bien de nuancer parce qu'il y a des gens sûrement qui sont freelance aujourd'hui qui ne sont pas passés par ces étapes-là, Oui. qui n'ont pas eu un CDI, qui n'ont jamais eu de CDI. Et ou de- qui peut-être ne connaissent même pas ce qu'on appelle Gombo, ils connaissent les missions. Ils connaissent l'émission, Ouais. il y en a sûrement. Mais bon, on est là pour parler vraiment de ce qui est le plus courant, et surtout Exactement. pour que nos jeunes petits et peut-être même nos aînés qui ne connaissent pas comment ça se passe là dans le domaine du freelance comprennent quel est le marché. Bon, commençons déjà par la formation. Parce que tu as dit acquérir des compétences et faire une bonne formation. Moi, quand tu dis ça, j'ai l'impression que d'une certaine façon, il faut d'abord être passionné par le truc. Dès le départ, par le dev, dès le départ. J'ai l'impression que la passion est quelque chose... Parce que quand tu dis formation, je me dis que on peut pas être compétent dans quelque chose qu'on n'aime pas ou dans lequel on n'est pas passionné. Est-ce que quand tu dis formation, là, la passion entre en jeu? Bon, moi, je pense que pour faire une bonne formation et se donner à fond, ce qu'il faut, c'est la motivation. Maintenant, Wow. pour avoir cette motivation-là de deux manières. Mhm. Soit la passion veut dire la motivation. Donc, si c'est passionné, ça peut être une source de motivation pour moi. Mhm. Ou alors l'argent, Mhm. tout simplement. Juste si je sais qu'en devenant développeur, je vais gagner de l'argent, ça peut être, pour certains en tout cas, ça Mhm. peut être une motivation assez forte pour Est-ce que tu penses que... supporter la formation. Parce que la formation a son l'air d'un calvaire au départ, mais après, ça passe. Ok, donc ça veut... Ok. Et quand toi, en ce qui concerne la formation, quels sont les différents canaux que tu préconises? Est-ce que c'est école de formation? Déjà, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, comme je vois, il y a plein de... Moi, je les appelle charlatans, honnêtement. Ceux qui disent que non, tu peux être un bon software engineer sans passer à l'école, sans avoir les diplômes. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ben, du coup, toi, quand tu parles de formation, qu'est-ce que tu préconises par là? Quand il parle de formation, déjà, les deux sont possibles. Donc, tu peux soit passer par un cycle à l'école. Bon, il veut dire un cycle ingénieur à l'école, ou alors te former en ligne. Vu que la formation en ligne, de toute façon, prend de plus en plus de dessus actuellement. Mais, s'il faut dire ce qu'il préconise, moi, je vais dire, l'idéal vraiment, c'est de passer par une école d'abord de formation. J'ai eu peur. Parce que quand on passe par l'école, vraiment, peut-être on ne le dit pas assez, on gagne énormément. Peut-être pas Voilà. les compétences professionnelles, mais on gagne tellement de skills qui vont nous permettre de plus tard de réfléchir différemment par rapport à ceux qui ont eu se plonger dans le truc sans avoir certaines notions de base. Oui, c'est la même chose qu'on disait si tu te souviens, Martial, avec l'épisode avec Tam Coca. Je ne sais pas si tu as écouté l'épisode de Oui. Martial. Hein. Quand on disait que l'école, c'est bien parce que d'une part, on te donne les chemins, on te donne les directions où aller. Exactement. Et en plus, l'école te met dans un bain où tu rencontres d'autres personnes qui te poussent à évoluer encore plus, même avec les projets qu'on vous donne, etc. Et je pense que l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que, en fait, beaucoup de gens sortent de l'école de formation, ils disent que l'école, on ne faisait rien. Et en fait, ils insultent leur école. Ils pensent que, en fait, ils ont l'impression, parce que moi, je pense que beaucoup de gens pensent que quand on sort de l'école, c'est que directement, on peut déjà travailler. En fait, ce n'est pas forcément ça. L'école, c'est un préparateur. Donc, il te prépare, il te met dans les conditions, il t'ouvre le cerveau. Pour que tu saches que s'il veut devenir temps, il peut faire ça. S'il veut devenir, il peut faire Exactement. ça. Il ne faut pas forcément que déjà quand tu sors de l'école, je peux directement travailler. Tu peux aller faire un stage, tu peux prendre une certif. Ce que j'ai dit me plaît tellement. En plus, sans compter que moi, il y a plein de gens avec qui moi j'étais en totale contradiction quand on a eu nos diplômes, quand on est sorti de l'école, des postes qui disaient que eux, après 3 ans, ils trouvent qu'ils n'ont rien appris, qu'ils ont perdu leurs 3 ans là-bas, alors que moi j'avais l'impression que c'était le contraire. Et tu vois, moi, quand je suis sorti, moi, je me disais que j'étais même prêt. C'est en allant faire mes premiers stages. Bon, le truc, c'est que étant à l'école, on faisait déjà des stages. C'est en allant vraiment prendre des responsabilités, tu vois. Parce que quand tu pars travailler, tu n'es plus sous la coupole d'un senior. Enfin, pas forcément sous la coupole du senior, mais tu n'es plus totalement enchaînant. Tu commences à te confier des responsabilités. C'est là que j'ai vu que, ah oui, il y a encore des trucs à apprendre. Maintenant, sur le plan professionnel et même sur le plan technique, évoluer encore et encore.
Donc c'est parfait. Déjà, c'est une aberration de dire qu'après 3 ans à l'école, tu n'as rien appris. C'est une aberration. C'est une aberration. Ouais, c'est pour ça que moi, je dis, je n'aime pas les gars qui disent sur YouTube là que non, devenir développeur sans avoir un diplôme. Les gars, respectez même notre métier. Je ne comprends pas. Ok. Deuxième point, tu as parlé du réseau et tu disais que ce réseau, on le développe principalement en entreprise. Donc, ce que moi je comprends, c'est que déjà tu te formes. Deuxièmement, tu fais des stages en entreprise, tu pars travailler en entreprise, et etc., etc., etc. Là encore, il y a un autre mot qui me vient en tête, c'est carrière. Est-ce que pour être un bon businessman, il ne faut pas d'abord être un bon carriériste? Est-ce que j'ai pas raison de poser la question, Martial? Si, tu as raison, surtout dans notre contexte. Ouais. Vu que tout le monde passe d'abord en entreprise avant de dévier ensuite après. Ouais. Pourquoi ta question ressemble à une question piège? Non, ce n'est pas une question piège. En tout cas, bon, de toute façon, on peut dire, oui, il faut d'abord avoir... Mais ça, il faut d'abord avoir des ambitions de carrière parce que lorsqu'on veut développer sa carrière, en fait, on n'est pas orienté argent. Et même, ça me fait même penser à un truc, c'est même ça. Parce que si tu veux gagner des missions plus tard, il faut d'abord que tu montes en compétence, que ton expertise soit reconnue. Et le meilleur moyen, c'est de penser comme un carrière. Parce qu'un carrière, c'est celui-là qui ne met pas l'argent devant. Donc, il met en avant... développer ses compétences, évoluer, autres. Donc, travailler sur de bons projets. Donc oui, il faut d'abord... Un début. D'un freelance, c'est un carriériste dans l'âme. C'est un ancien carriériste. Non, ça veut dire que c'est genre, quand tu es là, tu as fait ta bonne formation, en parallèle de ta formation, ou bien après, tu te lances d'abord déjà dans un objectif, parce que ce que je comprends bien, c'est que l'objectif, au moins, c'est pas de finir carriériste, mais c'est d'abord de développer des bonnes skills, une bonne... Ouais. Si tu veux du bon freelance, parce qu'il y en a beaucoup ici dehors qui va dire que depuis ils cherchent l'émission, ils ne trouvent pas. D'abord, c'est d'abord compliqué dans notre pays. Et en plus, en fait, il faut être bon. Il faut être bon. Il faut être bon. Si tu n'es pas bon, mieux tu pars en entreprise. Et moi, je pense même que si tu tends à devenir freelance, en passant en entreprise, tu vas beaucoup apprendre en ce qui concerne. Parce que l'entreprise te met dans une sorte de... On te met dans un processus de communication. Parce qu'en entreprise, il y a tout un processus de communication. Il y a tout un processus de travail. Par exemple, c'est en entreprise que tu vois les méthodologies Scrum. Que tu appliques les méthodologies Scrum. Que tu appliques la communication transversale ou horizontale, que ce soit avec tes N+1 ou tes RH et tout et tout. Ça, ce sont des compétences qui vont être utiles au freelance. Parce qu'il ne faut pas qu'un client vienne te voir et qui te demande de réaliser ça, que toi tu sois aussi perdu que lui en ce qui concerne le processus. Ce serait bien que tu lui proposes que, comme tu appliques ce que tu as vu en entreprise, que je te propose des réunions hebdomadaires où je te montre mes avancées, on peut faire des daily pour que tu puisses voir ça. Ça, ce sont des compétences propres aux entreprises que tu peux appliquer maintenant dans ton freelance pour paraître encore plus professionnel et gagner encore plus en crédibilité. Ça me fait penser à quelqu'un avec qui je travaillais sur une mission pour un client français qui a appris ce que c'était que Azure DevOps, c'est les pipelines, et qui a commencé à implémenter dans son propre business, etc. Ok, c'est parfait. Bon, maintenant qu'on a terminé avec trouver d'abord ses premières... la formation, puis le réseau qui se trouve en entreprise. Et on a dit que pour une bonne formation, il faut passer par les écoles de formation ou l'université et qu'il faut être motivé. Cette motivation, c'est soit la passion, soit l'argent. On reviendra dessus. Et que ensuite, il faut avoir une expérience professionnelle déjà en entreprise de préférence, parce que c'est là-bas que tu apprends certaines choses qui peuvent t'aider dans ton propre business quand tu seras en solo, et c'est là-bas que tu développes ton réseau. Quand tu dis développer ton réseau, avant qu'on ne passe au point suivant, c'est genre tu dois vraiment prouver à chaque fois que tu es dans, quand tu dis ça, tu es dans le mindset de prouver à chaque fois que tu en as l'occasion que tu es compétent à n'importe qui et n'importe comment. C'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ça que je veux dire. Mais ça, c'est juste un point. Un point dans ce qu'il faut faire. Il faut d'abord faire ça. Et aussi, il faut apprendre à communiquer. Ok. Tu vois, il faut beaucoup communiquer avec ses collègues. Il ne faut pas être renfermé. Il faut communiquer. Il faut même... Je veux dire, à la limite, ça dépend de ta position et tout. Il faut aider tes collègues. Donc, chaque fois que tu as l'occasion qu'un collègue a besoin d'aide, aide-le. Moi, je ne compte pas le nombre de fois que des collègues à qui j'ai
porter secours. Tu vois, déjà, il me réveille à minuit, je suis là pour lui, tu vois, je l'aide. Et après, peut-être qu'un mois plus tard, la personne me contacte avec une mission. Parce que la personne a vu que moi, je suis disponible, je l'aide. Donc, la personne sent mon redevable à la limite. Donc, il faut aussi beaucoup communiquer, il faut être ouvert. Ça nous permet d'enchaîner justement sans transition sur la première mission. Comme tu disais, trouver d'abord sa première mission. Est-ce que cette première mission-là découle forcément du réseau professionnel que tu t'es créé en entreprise? Ou alors est-ce qu'elle peut venir de n'importe où, que ce soit de la famille, etc. Honnêtement, avec ma petite expérience et l'expérience des autres que j'ai aussi connus, la première mission généralement vient de ce réseau-là, donc de bouche à oreille. Donc, de bouche à oreille et du réseau professionnel que tu t'es fait en entreprise. La plupart du temps, ça vient de là. Donc, ça vient de C'est là. même normal parce que les autres ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Oui. Ce n'est que ton réseau qui te connaît. Ce sont tes collègues qui connaissent tes compétences et tout. Et bon, et dans développer le réseau, bon, il y a aussi, je sais pas si on peut ajouter ça aussi. Il faut aussi développer son réseau. Comment on dit réseau sur les réseaux sociaux? LinkedIn. Oui, LinkedIn particulièrement. Sur LinkedIn, on développe littéralement le réseau. Oui, LinkedIn, c'est vraiment pour développer son réseau Faut littéralement. pas oublier cette partie-là. D'ailleurs, j'ai vu que tu as commencé à devenir actif. Oui. Normalement, tu sais, quand tu veux franchir un palier, il faut se donner les moyens. Donc, Avant, c'était pas trop ton truc. Tu me prenais pour un fou quand je faisais les publications. Non, c'est très important de développer son réseau, réseau comme LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est un réseau ça. LinkedIn, c'est un réseau qui nous expose au monde entier. Ton réseau que tu crées Exactement. ici, il t'expose localement à ta famille, ton entourage et tout. Mais LinkedIn, lui, t'expose au monde entier. Donc, c'est... Ok, parfait. Et n'empêche, pour trouver ta première mission, si tu n'as pas construit un bon réseau, est-ce qu'il y a des plateformes, ou alors même si c'est pas pour la première mission, pour trouver ta deuxième mission, si ton réseau n'est pas compétent, est-ce qu'il y a des choses que toi-même tu peux faire pour trouver une mission, pour aller vers la mission? Parce que là, tel qu'on a parlé depuis là, on a l'impression que le gombo vient toujours vers toi. Mais est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'aller vers le gombo? Qu'est-ce que tu peux faire dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a des plateformes sur lesquelles t'inscrire? Est-ce qu'il y a des choses est-ce que tu dois démarcher? Tu sais qu'en France, les gars démarchent. Un développeur se lève comme ça, il part quelque part, il dit, oh, moi, je sais. Donc, du coup, ici, comment tu fais toi pour aller vers la mission? Vers le gombo? Bon, ici, pour aller vers la mission, comme tu as dit ici, peut-être, est-ce qu'on peut aller vers la première mission sans l'entourage et autres? C'est possible, mais il y a un truc qui est incontournable. Il faut d'abord être compétent. D'abord. Ça, c'est la base. Donc, dès lors que tu es compétent, tu peux t'inscrire sur les plateformes. Là, maintenant, il faut être un beau parleur. Parce que le compétent ne suffit pas. Il faut être un beau parleur. Il faut savoir se vendre. Je mets entre parenthèses que quand tu parles de compétence, c'est expérience professionnelle. C'est ça? Oui, c'est important. Donc, c'est pour c'est ça vrai que en fonction des missions, l'expérience n'est pas parfois pris en compte. Ce qu'on prend en compte, par exemple, parfois, c'est... ça peut arriver qu'on te fasse passer un test pour voir si tu peux faire la mission. En fait, il faut juste que tu puisses prouver que tu peux faire le truc. C'est vrai que les missions, l'expérience, c'est un plus, c'est bien, mais tu poses toutes les missions sans expérience. Il faut juste que tu puisses gérer la mission. Tu ne réussis pas, ça, généralement, ça cause beaucoup de problèmes. Par exemple, si c'est sur une plateforme, on peut te bannir la plateforme ou alors le client peut... En fait, ça va causer beaucoup de soucis. Ok. Donc, si on revient à ce que tu disais, ce que tu voulais dire, tu as dit que d'abord, pour aller vers la mission /gombo, moi, j'aime bien... Pour aller vers la mission, il faut d'abord être compétent. Et ensuite... Oui, il faut d'abord être compétent. Et ensuite, il faut s'inscrire sur les plateformes. Lesquelles? Parce que moi, franchement, quand tu dis comme ça, les gens... Quand moi, j'étais à l'école, tu vois, quand moi, je regardais sur YouTube, c'est YouTube qui était notre moteur. Il n'y avait pas de podcast comme celui-ci. Quand tu partais regarder là-bas, on te dit que non, il y a Malte, il y a LinkedIn, il y a freelancer.com et tout ça. Sauf que c'est plus européen. Est-ce qu'il y a des plateformes vraiment là où tu peux t'inscrire, les trucs camerounais, là où tu peux trouver des trucs camerounais? Bon, il y a des plateformes pour s'inscrire, oui, mais trouver les trucs camerounais, ça devient un peu compliqué. La plateforme que je connais, s'il faut d'abord, je vais commencer par les trucs camerounais, là où tu peux vraiment avoir des camerounais qui te contactent et autres. Et où tu as déjà eu tes missions? Où j'ai déjà eu une mission moi-même. C'est la seule que je connais qui remplit tous ces critères-là, c'est Comop. Je crois que c'est ça qui était appelé avant 5euros.com. C'est Comop actuellement. Là-bas, c'est plutôt bien. Moi, j'ai eu des freelances, des Camerounais qui me contactent. Et voilà, et quand je pense au point dont on parlait tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté précisément pour mettre leur application sur Play Store. C'était juste ça. Donc, ils avaient développé, mais ils avaient des difficultés. Genre une vraie mission camerounaise. Oui. Play Store avait rejeté et tout. Donc, ils voulaient quelqu'un qui peut trouver comment mettre sur Play Store et tout. Donc, voilà. Donc, Comop, c'est la plateforme vraiment où moi, j'ai eu des missions camerounaises. Allez chercher Marcelo Fougan, il est sur Comop, les gars. Vas-y.
Maintenant, pour autre plateforme, il y a aussi Fiverr où j'ai déjà eu à faire une mission. Mais honnêtement, là, c'est même pas. En fait, j'ai jamais vu une mission camerounaise là-bas. En tout cas, bon, j'ai jamais fait. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais j'ai jamais fait. Donc, il y a Fiverr où qui a marché pour moi. Tu as eu combien de missions sur Fiverr? J'ai pas eu beaucoup de missions sur Fiverr. J'ai pas eu plus de 3 missions. Donc, ça atteignait quand même 3. Oui. Mince, c'est la magie. Hein. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Ouais. Et tu as mis combien de temps pour entre le temps là où tu as créé ton compte et ta première mission? Difficile à dire. Est-ce que ça dépassait 1 an? Non. C'était en termes de mois. 6 mois. Maxi. Disons, oui, maxi 6 mois. Mais je crois que sur Fiverr, là, la concurrence est rude. Oui. En fait, sur les plateformes comme ça, il faut être, comment dire, il faut être un beau parleur. Donc, la technique ne suffit pas. À la limite, même si c'est que tu es un beau parleur, tu peux même aller prospecter et donner à un développeur, il fait. Moi, je pense que ça peut même marcher. Parce que la plupart des développeurs ne savent pas faire du branding, ne savent pas mettre l'image en avant. Parce que ça compte beaucoup. Parce que, comme il dit, il y a beaucoup de concurrence. Ouais, un peu comme quand je dis c'est celui qui tape à l'œil. Fambisai, quand tu vois .NET, c'est moi que tu vois. Voilà, il faut être sur les personnes, sur les plateformes. Honnêtement, on a ça l'air de rien, on va dire que tu es vanteur. Alors que c'est ça qui frappe à l'oreille, à l'œil de celui qui regarde, de celui qui écoute. Entre parenthèses, les gars, je ne suis pas vanteur, vraiment. Quand je dis 5 ans d'expérience, tu ne dis que la vérité. Je ne dis que la vérité. Quand tu dois donner, c'est moi que tu vois. Mais mes employeurs pourront témoigner. Et toi, Martial, juste avant qu'on continue, est-ce que toi tu as déjà eu à effectuer des missions via ces plateformes-là? Non, des missions, non, des gombos. Et tu as trouvé des gombos sur ces plateformes? Non, pas sur les plateformes. Je me suis inscrit déjà sur, je crois, une plateforme aussi, mais la concurrence était tellement rude. Et c'était. Et comment surtout sur le fait que ce soit des plateformes européennes, donc. Tu fais la concurrence avec les Européens, c'est pas vraiment facile quand tu es au Cameroun avec les clients européens qui ont des freelances européens. C'était pas facile. Finalement, j'ai abandonné. Je me suis concentré sur ma carrière. Et comment tu as fait toi pour obtenir ta première mission? Les premiers gombos. Ouais, ton premier gombo. Parce que je n'ai pas eu de mission. Tu n'as pas encore eu de mission. Oui, mes missions, ce n'est qu'en entreprise. Ouais, ok. Ton premier gombo. Ailleurs, c'était les gombos. Mon premier gombo, c'était même quand tu étudiant, tu as des premiers gombos. Oui. Quand tu es compétent, c'est pour ça que compétent, justement, quand tu es compétent, et c'est toujours le bouche à oreille. Ton ami t'a vu faire ça, régler son problème sur le projet, si du coup directement, c'est là où tu constates que tu as les amis qui ont le long bras. Ouais. Tu constates qu'il a un oncle qui fait ça, et ensuite il vient te contacter et te dit que mon oncle fait ça, est-ce que tu peux gérer? C'est comme ça que tu as des premiers gombos. Donc si je comprends bien, toi, tu étais bon en classe, un de tes amis, un de tes combis a eu un truc à l'extérieur, il a dit à son père que non, j'ai un ami qui est un peu bon là. Effectivement. Mon premier entretien d'embauche, c'est un ami qui m'a envoyé là-bas parce qu'il a remarqué que j'avais le profil. Mon premier gombo, c'était un site aussi. Tu vois, on choisit pas ses missions, comme on l'a dit, avec le gombo. On choisit pas. C'était WordPress, jamais fait. Mais il y avait une motivation. Vous savez laquelle? Il y avait une motivation. Du coup, c'était toujours du bouche à oreille. C'est même un aîné académique qui me donne la mission. Et c'est comme ça. C'est le bouche à oreille. Quand on voit que tu. Il faut, effectivement, comme Marcelin l'a dit, il faut savoir aussi te vendre. Il faut pas avoir peur de dire que je sais faire ça. Le syndrome de l'imposteur peut te prendre quand on vient te contacter à plusieurs reprises, te dit est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour faire ça, mais il faut pas avoir peur. Parle-moi de ta première mission, Marcel. Tu voulais dire un truc? Oui, je voulais dire un truc. En fait, je voulais juste appuyer sur un truc qu'il a dit tout à l'heure. Quand il a dit tout à l'heure que parfois on ne le sait pas, mais nos proches peuvent avoir un long bras. En fait, c'est pour aussi dire qu'il faut vraiment pas blaguer avec son entourage parce qu'on ne sait pas avec qui on interagit. Et il dit juste ça parce que moi j'ai eu une expérience similaire. Je me suis retrouvé un jour pour une mission au MINDEF. Tu te rends compte? Moi, c'est pas qu'il je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Ça arrive là comme ça et tout. Voilà, donc c'est vraiment important. Oui, je voulais avoir. Ok. Et aussi, voilà, et quand c'était les plateformes, il faut pas quand même passer par là sans parler de LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est. Non, c'est vrai que moi, sans vous mentir, les 2 derniers emplois que j'ai eu ces 4 dernières années. C'est 4 derniers. C'est 3 dernières années. Bon, je ne me souviens plus. Bref, les deux derniers emplois là où j'étais, c'était essentiellement sur LinkedIn que j'ai trouvé. Et ça, ouais, bon. Je voulais, avant qu'on continue, que tu nous parles un peu, qu'on fasse une petite pause, parle-nous un peu de ta première mission. Est-ce que tu t'en souviens encore? Ma première mission. Est-ce que c'était à l'école? Oui, j'ai fait. Voilà, ça me revient. En fait, c'est même carrément une anecdote, parce que quand j'étais à l'école, j'ai eu une mission par le biais d'un ami qui savait que j'étais à l'école, il faisait ceci.
il m'a contacté, mais honnêtement, ça s'est pas bien passé. C'est d'où on parle encore de compétences. À cette époque, honnêtement, en fait, c'est vrai, c'était par rapport à la mission. Dans la mission qu'on me demandait, en fait, je n'avais pas les compétences pour faire le projet qui venait. C'était quoi, un site web? Comment me rappeler ça? En fait, c'était un site web, tu vois, mais ils avaient des besoins bien spécifiques, tu vois. À l'époque, on faisait des sites, tu vois, statiques. En fait, on ne savait pas, en fait, je n'avais pas encore cette compétence de gérer une partie utilisateur, la gestion des comptes et autres. Donc, la réactivité du site. Voilà. Donc, c'était, tu vois, ça revient à monte à vraiment longtemps. Et voilà, j'ai pris le projet. je me rappelle, j'ai fait ça avec WordPress. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Le client me dit qu'il ne veut pas WordPress. Mais tu connais WordPress comment? J'ai passé des nuits blanches pour faire. Imagine un peu que tu as fait un truc à WordPress au Hang là pour reproduire ça avec HTML. C'était un enfer. Je comprends que là, tu es tombé sur un client qui connaissait ce qu'il Et je vous fait. assure que depuis ce jour-là, j'ai décidé de d'abord être compétent avant de prendre une prochaine mission. Donc, je me suis un peu fermé un moment. J'ai essayé d'abord d'évoluer avant de commencer. Non, je ne suis pas prêt. Est-ce que c'était ça... la preuve réelle que c'était pas... Est-ce que ça n'a pas gâché une partie de ton réseau ou bien ton image auprès de soit ton ami ou ce client? Est-ce que tu as eu à retravailler avec le client un jour? Vu que c'était pas le biais d'un ami, non, moi j'ai pu revoir le client. Mais mon ami, on est toujours en contact et voilà. Et il est au courant, comme il disait, tout le monde est au courant de ton évolution. Moi, je ne blague pas. Quand je lui dis que je suis à tel niveau, j'ai fait tel truc, j'ai fait tel truc. Oui, il connaît que maintenant ça peut donner. Voilà. Il t'a ramené un client quoi que t'as. Non. Actuellement, il est plus du genre. C'est un jeune quoi. Il est plus du genre à développer les projets, il veut développer ça, tu vois. Ok, les gars, dernière étape. On a dit, après t'être formé, je résume à chaque fois, que déjà tu te formes bien. On précise que c'est dans une école de formation ou l'université. Et tu peux ajouter YouTube quand même. Tout le monde s'est formé sur YouTube quand même. Et YouTube là c'est le parce que la formation est d'abord personnelle à la base. Et que tu dois être motivé quand tu te formes, soit par l'argent, soit par la passion. Ensuite, il faut être carriériste dans tes débuts pour pouvoir développer et augmenter tes compétences professionnelles. Et développer ton réseau, le véritable réseau qui va te donner tes premières missions. Ensuite, justement, trouver cette première mission-là. Et cette première mission-là, tu peux la trouver soit grâce au réseau que tu as développé, soit tu peux toi-même aller vers la mission en allant sur les plateformes comme LinkedIn ou alors comme Up dont tu parlais. Et voilà. Alors, on a oublié The Guild. Bon, c'est vrai que c'est pour l'extérieur. Oui, The Guild. Ah, on parlera de mon bébé The Guild un peu plus tard. Et ensuite... Après avoir trouvé ta première mission, ton premier gombo, tu évolues, le bouche à oreille, paye, tout ça. Il faut maintenant passer à l'étape supérieure. Et tu as dit que la dernière étape, c'est commencer à faire des missions maintenant pour l'étranger. Ouais, ok. Là, j'ai d'abord une première question. Revenons maintenant sur la motivation. Parce que on arrive à la dernière étape. Martial était d'accord avec toi quand il disait que la motivation peut être à argent. Mais si tu es motivé uniquement par l'argent, est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir développer tes compétences au point d'aller vers l'extérieur? Parce que il faut bien qu'on sache que quand tu développes pour des gombos ici, etc., tu peux ne pas continuer à évoluer sur le plan technique et continuer à gagner des gombos et faire de l'argent, plus même. Mais maintenant, pour trouver des missions maintenant à l'extérieur, il faut atteindre quand même un certain niveau, un certain cap sur le plan technique. Et est-ce que tu peux atteindre ce cap-là sur le plan technique si tu n'es motivé que par l'argent? Est-ce que la passion n'est pas nécessaire pour rester comme ça, apprendre, suivre la techno, être dans les communautés, participer aux conférences, etc. Là, la parole à qui veut la prendre? Moi, je pense que c'est possible d'atteindre un niveau vraiment élevé. Et continue, parce qu'il faut continuer. Là, il ne suffit pas d'atteindre un niveau, mais même en ayant atteint ce niveau-là, il faut continuer à se remettre à jour. Parce que nous, on est dans un milieu où tous les 2 ans, la plupart de nos technos deviennent obsolètes. Justement, il y a qui se mettent à jour juste parce que ça va rapporter de l'argent. Parce qu'ils constatent que sur le marché, être développeur .NET paye plus aujourd'hui. Il fait une reconversion, il quitte de Java à .NET. Il n'est pas passionné par quoi que ce soit. Il veut son argent, il veut son oseille. Donc, il est prêt à faire des remises à niveau, il est prêt à faire des veilles technologiques. Pour lui, c'est comme faire un exercice de mathématiques. Donc, il se met là, il fait, dès qu'il a une mission, c'est comme un exercice. Il fait ce qu'il a fait, il remet au client. Et c'est comme ça, lui, il s'en fout de... Est-ce que
Il s'en fout de savoir si vous le prenez comme un cariste ou quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est l'argent. Il est prêt à tout. Il est prêt à faire des veilles technologiques. Ce n'est pas parce que tu n'es pas passionné que tu ne vas pas apprendre quelque chose. Il y a des gens qui apprennent sans être passionnés. Il y a des gens qui sont premiers de la classe, mais qui ne sont pas passionnés par l'informatique. J'en ai connu. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce que ces gens-là font toujours dans l'informatique aujourd'hui? Aujourd'hui, ils se battent. La plupart, après, c'est eux qui sont plus à même à faire des reconversions dans d'autres trucs. C'est eux qui ne sont pas dérangés de finir une formation en informatique et d'aller faire autre chose après. Ça ne les dérange pas parce que leur objectif à la base n'était pas ils n'étaient pas passionnés par le métier. Leur objectif, c'était gagner de l'argent et travailler. Donc, ce qui va rapporter plus, ils seront là-bas dedans. Et toi, Marcelin, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Ok. Bon, moi, je vais commencer par dire que si au XXIe siècle, il y a des guerres dans le monde pour de l'argent, moi, je trouve que l'argent est une motivation assez forte, tu vois, pour se mettre à jour même. Et je pense aussi que tout dépend de la résilience de tout un chacun. Il y a des gens qui avaient une motivation banale pour d'autres, pour lui, ça peut être une motivation. Tu peux passer toute ta vie à être frustré, tu vois. Quand je dis frustré, c'est que tu as fréquenté, tu es sorti de l'école, après tu n'as pas... en fait, tu n'as pas les retours, une situation stable comme tu espérais. Et après, tu vois un gars, on te dit que c'est un développeur, on te dit qu'il fait un remote, il a peut-être 3 000 euros, tu vois. Mais tu dis que, mais comment on peut gagner autant d'argent seulement en tapant du coup de mes machines? Tu dis que, mais moi, il faut que je sois comme lui. Tu entres là. Il y a des gars qui sont capables. C'est vrai que c'est pas évident. Il y a des gars qui sont capables. Tu entres là, tu te mets et tu te mets à évoluer, tu te mets à te former. Et maintenant, moi, je pense que pour ce genre de personnes, 80%, bon, peut-être, je n'ai pas fait des statistiques, je dis aussi ça. C'est la base de ce que tu connais. C'est ce que je connais. Ton expérience. Moi, et je pense que 80% de ces gens qui vont se lancer avec cet objectif d'argent vont finir par être passionnés. Parce que c'est un domaine extrêmement passionnant. Donc, tu vas finir par développer la passion. Pour le truc. Donc, ça revient quand même à ce que j'ai dit, qu'à un moment donné, il faut quand même être passionné pour continuer à évoluer. Oui. Donc, vous êtes quand même d'accord avec moi? En partie. Il faut bien nuancer les choses. Tu peux, la passion, oui. Mais la passion, on est tous d'accord que quand tu n'as pas, en fait, quand on entre à l'école, qu'on ne connaît pas encore ce que c'est que l'informatique, tu vas être passionné comment si tu ne... C'est quand tu es en côté que tu dis que tu es passionné. Moi, je connais ton histoire, par exemple. Je sais que toi, tu n'étais pas passionné par l'informatique au départ. Ouais. Tu vois, ça a été une situation de vie qui t'a... Donc, aussi, une situation de vie dans ce sens où quelqu'un-là, il est frustré et on lui dit que, voilà, il voit. Parce que généralement, c'est quand tu vois que c'est plus... Quand on te dit seulement... Quand tu vois un jeune qui dit que c'est un développeur, il a, tu dis que, mais je vais être comme lui. Ouais, c'est vrai que pour la petite histoire, moi, vraiment, comme Marcelin dit... Franchement, moi, mes professeurs de lycée ne me donnaient pas envie. Les professeurs de lycée en général ne me donnent pas envie d'être informaticien. Même quand je suis arrivé à l'école, j'avais pas envie d'être développeur. C'est quand un jour j'ai participé à une conférence que Dr Chania a tenue. Et ça s'appelle toujours d'ailleurs. J'ai oublié le nom, ça va me revenir. C'est Instec qui organise un truc comme ouais. Je t'assure que quand la conférence, ça, c'était vraiment uniquement de la vulgarisation. Et en plus, moi, à l'époque, je faisais Python juste comme ça, à l'école. Je me disais que c'est juste parce que j'étais entouré de potes, Stanley d'ailleurs, donc qui faisaient tous quelque chose et qui étaient passionnés par ça. Je me suis dit, bon, ok, on est là, il faut quand même que je connaisse quelque chose. Donc... Et quand j'arrive là-bas, je vois que ce que j'apprenais là par hasard, c'est à quelque chose. Quand on nous a fait écrire, je comprenais même pas ce que j'écrivais, mais quand j'ai vu que ça a produit une intelligence artificielle qui reconnaissait si quelqu'un souriait ou pas, quand je voyais comment quelqu'un, gars, ça m'a, c'est aussi là-bas que j'ai connu la blockchain et tout, ça m'a ouvert les yeux au niveau où je suis une fois devenu passionné par le truc, c'est vrai. Tu vois que ça dépend aussi de la sensibilité de tout un chacun. Tu as vu ton programme reconnaître un sourire, tu étais émotionnellement, tu vois un peu pris, tu étais pris par l'émotion, mais il y a un autre qui va te dire est-ce que ça donne l'argent? Tu vois, ça dépend de la sensibilité de chacun. Et quand tu as parlé tout à l'heure de est-ce qu'on peut atteindre un niveau sans être passionné, ça dépend du niveau que toi tu veux atteindre. Lui qui a commencé le développement parce que ça, on parlait du niveau atteindre le niveau suffisant pour avoir des missions à l'extérieur. Oui, si ce n'est que pour avoir des missions à l'extérieur, la compétence pour l'extérieur, souvent la compétence ça suffit et l'exigence technique ça suffit. Souvent pour avoir des missions freelance à l'extérieur. Parce que sur la plateforme, sur Fiverr par exemple qu'on a cité, ce n'est pas qui passionné sur ton front. Ouais. Maintenant il faut savoir se vendre, comme tu as dit. Il peut savoir, il sait se vendre
il sait se vendre et il a sa mission, il est compétent, il fait. Et c'est comme ça que son réseau s'élargit aussi au fur et à mesure. Et après, le client ne va plus aller sur la plateforme, il va te contacter personnellement maintenant pour faire ses tâches. Ce n'est pas quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de compétent. Ça suffit. Maintenant, toi par exemple qui veux travailler dans une GAFAM, là on peut se poser la question, est-ce que c'est possible vraiment d'entrer dans des boîtes aussi prestigieuses, ou quand je vois un peu comment ils font là, je vois que ils ont l'air tous d'être des passionnés, ils veulent tous être des révolutionnaires, ils veulent tous avoir un impact. Est-ce que si tu n'as pas cette mentalité là, tu vas pouvoir entrer dans ces genres de sociétés? Là maintenant, c'est là où il peut avoir un blocus si tu n'es que businessman, si c'est tout pour l'argent. Voilà. C'est parfait, ce que tu as dit est parfait, ça résume parfaitement. Bref, ok les gars, on était sur le 4e point, trouver des missions à l'extérieur, on a dit que ça c'est la dernière étape. Bref, on connaît déjà que là c'est juste plateforme, compétences, bref, tout ce qu'on a cité bien avant. Bon, je veux qu'on survole un peu ça, parce que j'ai envie qu'on revienne sur, pas qu'on revienne, mais qu'on parle maintenant de certaines choses. C'est déjà la première, c'est quand Marcelin a dit que il faut d'abord, que l'une des définitions du freelance au Cameroun, c'est l'une des caractéristiques du freelance au Cameroun dans le dev, c'est d'avoir toujours un truc à côté. Est-ce que le fait d'avoir toujours une entreprise à côté là, ça reste jusqu'à la gare, même quand tu commences à avoir des missions à l'extérieur? Ou alors est-ce qu'à un moment donné on abandonne totalement ça? Et pourquoi est-ce qu'il faut toujours avoir un truc à côté? Genre un CDI à côté, parce qu'il faut qu'on soit clair. Bon, je vais répondre tout dans notre contexte africain, camerounais surtout. Pourquoi il faut toujours avoir un CDI? Pourquoi il faut toujours avoir un CDI? Ok. En fait, il faut toujours avoir... Bon, là, on est là sur le point où tu n'as pas encore l'émission à l'extérieur. Oui, tu n'as pas encore l'émission. Tu n'as pas l'émission à l'extérieur et tu as les gombos. Et pourquoi avoir un CDI? Bon, pourquoi avoir un CDI? Il faut avoir un CDI parce que, bon, on va dire un truc stable. Disons, un travail stable à côté. Parce que le gombo Cameroun n'est pas... On va dire quoi? Il n'est pas fiable. Je vais dire ça comme ça. Il n'est pas fiable à 100%. Tu vois, c'est une mission. Donc, quand il y a une durée. Donc, la mission peut se terminer. La mission peut même se terminer avant. Tu peux même terminer la mission et tu n'es pas payé. Il y a tellement de situations qui peuvent arriver. Ce sont les réalités du pays. Et voilà, c'est un peu ça. Or, contrairement aux missions à l'extérieur où vraiment, ces situations, c'est extrêmement rare. Et en plus, là-bas, c'est le bon argent. Oui, et on te donne ton argent. C'est difficile que tu fasses une mission à l'extérieur, on te paye pas. C'est presque inexistant. C'est très rare. Ça existe, mais c'est rare par rapport ici où c'est... Est-ce que c'est possible de faire comme je vois souvent, tu vois Benjamin Code à un moment donné, quand il était encore développeur freelance, il dit là, bon, ok, je vais stopper ma mission de façon prématurée, je veux prendre un mois de congé sabbatique, puis revenir un mois après, retrouver la mission. Est-ce que ça c'est possible avec les gombos Kamer? Le seul moyen au Kamer que moi je vois, j'imagine même que ça peut être possible, c'est les marchés publics. Honnêtement. Et là, c'est le réseau encore. C'est un réseau très énorme. C'est un réseau profond. C'est un réseau très profond. C'est un réseau qu'on ne trouve pas sur LinkedIn. C'est un réseau qu'on ne trouve pas sur LinkedIn. Et je ne sais pas s'il faut dire ça là maintenant. Il y a aussi une plateforme qu'on a oublié qui est très intéressante. Il y a beaucoup de challenges. Turing, c'est pas Turing, oui. C'est américain, non, je crois. C'est nigérien ou bien américain? C'est américain. Ça, c'est une plateforme où, en fait, quand tu es là-bas, en fait, c'est une plateforme qui peut vraiment te garantir une longue période. En fait, tu peux y avoir vraiment travailler comme ceux d'ailleurs. Déjà, tu travailles 6 mois et tu pars à Kribi, faire un mois. Et puis tu reviens encore. Parce que je veux vraiment... Et moi, je me suis inscrit dessus. Ils ont une table là, exemple, Coding Challenge, où c'est vraiment un challenge. Oui, j'ai entendu parler de ça. 45 jours quand tu rates pour revenir ici. Voilà. Tu as passé le challenge? Oui, je l'ai passé le premier coup. Donc, actuellement, je reçois les missions là-bas et tout, mais... En fait, ça ne date pas longtemps parce que je me suis préparé avant d'aller faire le test et tout. Donc, je reçois les propositions actuellement et je vois ce qui m'intéresse. Les missions en dollars. Oh, oui, donc... My friend is rich. My friend is rich. Ok. Ok. Maintenant, parlons de parmi les autres aspects sur lesquels je voudrais revenir, c'était le fait qu'on ait dit qu'au Cameroun, on ne refuse pas les gombos. Que quand ça arrive, tu dois prendre et assurer et tout et tout. Moi, la question que je veux te poser, c'est que est-ce qu'à un moment donné, quand tu te retrouves avec 2-3 gombos, avec ton taf en même temps, est-ce que tu ne finis pas toujours par décevoir quelqu'un? C'est une grande question. Pourquoi?
Comme on disait tout à l'heure, quand tu fais que freelance, l'une des choses qui est très importante, c'est le réseau, ton image. Donc, l'image que tu as. Il faut toujours faire, il faut tout faire pour satisfaire les clients et tout. Mais malheureusement, dans notre contexte, on est souvent, ça vient le problème vient du fait qu'on est très souvent amené à faire plusieurs trucs à la fois. Parfois, tu peux m'enchaîner 2 CDI. Moi, je l'ai déjà fait. Ça peut. En fait, tu peux tout le temps faire plusieurs trucs à la fois et en plus de ça, tu prends des gombos. Et généralement, c'est les gombos qu'on peut enchaîner, donc tu peux prendre 2-3 gombos en même temps. Et malheureusement, comme tu as dit, c'est inévitable. Donc, si tu ne sais pas mesurer tes limites, et généralement, après, les gens ne savent pas, tu vas finir par décevoir quelqu'un. Et c'est vraiment la pire chose qui puisse t'arriver quand tu es freelance. Décevoir un client, c'est pas bon. Malheureusement, ça arrive. Et moi, est-ce que tu déçois juste le client ou c'est aussi possible de décevoir même là où tu es en CDI? Ton travail, c'est stable. Oui, ça arrive. Sauf que généralement, quand un développeur en CDI, un freelance, il va prioriser son CDI. Ça veut dire que quand il est surchargé, je sais qu'il met le freelance à côté. Normalement, il faut garantir sa place. Donc, il va d'abord faire ses tâches en CDI et voilà, avant de prendre le gombo. Est-ce que pour ceux qui veulent donc se lancer dans le freelance, là, doivent déjà se préparer mentalement au fait qu'ils vont finir par décevoir quelqu'un? Est-ce que toi, dans ta tête, tu sais déjà que, bon, ok, je vais toujours décevoir quelqu'un, donc si ça arrive, c'est pas grave? Pas toujours. Comme j'ai dit, le truc ici, c'est de connaître ses limites. Tu vois, il faut connaître ses limites. Et c'est pourquoi il faut être compétent. Parce que quand tu es compétent, tu as une capacité d'analyse. Tu peux savoir que le projet que j'ai ici, là, peut me... Et c'est ça, en fait. Quand tu es sur un projet que tu ne sais pas ce qui peut me bloquer, tu ne sais pas quels sont les challenges à un niveau ou à un autre, il faut avoir une vue. Quand je prends un projet, c'est bien quand tu as une vue globale. Quand moi je prends un projet aujourd'hui, je sais que je peux donner un temps irrespecté parce que je sais que je vais faire ça. Pour faire ça, je connais, en fait, en l'instantané, j'ai tous les projets que j'ai à faire dans ma tête qui peuvent résoudre telle partie du projet en cours. Donc, ça, c'est la définition de. Et sachant que tu vas travailler seul. Oui. Je vous renvoie, les amis, à notre épisode 5 sur ce que c'est qu'un senior, sur la seniorité. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand tu as cette capacité-là à découper, à savoir, en fait, quand il dit ça, en fait, ça te permet, en fait, de savoir, de bien estimer le temps. Et il faut être strict avec toi-même. Parce que quand tu atteins un certain niveau, et je sais pas, c'est un peu bizarre parce que on va dire au début, c'est le moment où il faut le moins décevoir les gens, il faut monter. Mais bizarrement, c'est là où tu risques de décevoir le plus. Parce que là, tu ne peux pas mesurer, tu vois. Alors, quand tu as atteint un certain niveau, quand tu as atteint un certain niveau, c'est plus facile de gérer parce que avec même ton expérience, tu seras plus dur. En fait, il faut être plus dur. La question que moi je te pose maintenant, c'est pour les jeunes qui sont à l'école et qui nous écoutent là, tu vois, et qui vont vouloir se lancer déjà, prendre quelques petits gombons entre temps. Est-ce que tu leur dirais qu'ils doivent se préparer déjà à décevoir pour un début et que ça ne doit pas les démoraliser à avancer, ou alors tu leur dirais qu'ils doivent éviter ça au maximum et que c'est pas une fatalité? Non, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut éviter ça au maximum. Et le mieux serait, c'est vrai que ça, c'est davantage un inconvénient, mais le mieux serait de prendre ce qu'on peut faire et de le faire très bien. Parce que quand tu le fais très bien, ça va avoir des répercussions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de décevoir? Oui. Énormément de fois, plusieurs fois? Non, pas plusieurs fois, mais ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé. Plus d'une fois? Plus d'une fois. Bon, déjà, il y a la fois de ta première mission. Oui, plus d'une fois, oui, ça m'est arrivé plus d'une fois. Est-ce que c'était dans le cadre de plusieurs missions, plusieurs trucs en même temps, et puis tu as dû négliger? Oui. La première fois que j'ai dû faire... Après, la première fois que j'ai dû faire plusieurs trucs en même temps, j'en faisais 3. Ouais, et j'avais quasiment 2 qui me demandaient 8 heures de temps. Donc, c'était 2 CDI? On va dire ça comme ça. Non, c'était un CDI, un freelance, mais un freelance un peu... Je sais pas comment on va l'appeler. Freelance à plein temps. Oui, on peut dire ça comme ça. C'était en remote, tu vois. C'était 8 heures. Et en plus, il y avait encore un troisième gombo. Il y avait un troisième truc qu'il faisait en soirée. Là, quand même, c'était en soirée. C'était réglementé. C'est en soirée que tu travailles et tout. Donc, voilà. C'était chaud. Et qu'est-ce que tu as fait Ce que j'ai fait, c'est que il y a où je partais au bureau. Il y a où je devais aller aussi au bureau, mais c'était 2 fois par semaine, je crois. Et il y a donc qui faisait en remote en soirée, tu vois. Ce qu'il faisait, c'est quoi? C'est que quand j'arrivais au bureau, j'arrivais le matin, j'arrivais très tôt. Tu vois, je m'asseyais et j'avais mon casque quand je le mettais. Et malheureusement, je vais devoir rompre un principe que j'ai donné moi au départ où il faut toujours communiquer. Mais à cette période-là,
je n'avais pas autant de causer mes collègues parce que quand j'arrivais, il fallait que je sois à fond, à 300% sur ce que j'avais fait pour l'entreprise où j'étais. Pour qu'à 14h au trop tard, j'ai terminé mes tâches. Tu vois. Quand j'ai terminé, je bascule. Parfois, j'ai quitté le bureau pour aller de l'autre côté, sinon ça dépendait. Donc c'était trop pénible. Moi, je ne conseille vraiment à personne de faire ça. C'était trop pénible. Moi aussi, je ne conseille à personne de faire ça. J'allais te demander si tu as tenu 3 mois. Bon, j'ai tenu, mais je ne peux pas le refaire, c'est à refaire. En fait. Et cette période, j'ai gagné beaucoup d'argent, beaucoup. J'étais pété de thunes, comme on dit soir. Mais vraiment, ma vie, je n'avais plus de vie. Je n'avais plus de vie. Moi, j'ai fait ça un seul mois. C'était à refaire, moi, je ne le referais pas, franchement. Et en plus, ça m'a fait souvent un client qui m'aurait permis d'être à un autre niveau, même peut-être aujourd'hui. Et c'est même la pire chose qui m'est arrivée en termes de déception. Parce que l'entreprise où je faisais... Le client que tu as dessus, c'était celui du remote du soir? Non, c'était le co-remote qui faisait. Mais le problème, c'est que le remote que je faisais... Bon, ce que j'ai appelé tout à l'heure... Deuxième CDI. Voilà, deuxième CDI, voilà, c'est ça. Et là-bas, je travaillais pour un client français. Donc, c'était un client français qui avait donné le projet à une boîte qui travaille. Tu vois, j'ai intervenu sur le projet maintenant. Donc, et maintenant, en fait... pour certaines raisons, c'est ça qui n'était pas en priorité pour moi, tu vois. Du coup, ça faisait que quand j'avais des difficultés, parce que ça arrive tout le temps, que je n'ai pas le temps ne suffit pas, je priorisais plutôt, j'étais obligé d'être là tous les jours. Donc voilà, et à force, donc c'était tellement compliqué. Moi, aujourd'hui, je ne sais même pas comment je faisais ça. C'était tellement compliqué. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de chance parce que quelques temps après, j'ai eu la chance et l'honneur. Je vous assure, j'aurais pu faire cette mission gratuite. Ce client m'a recontacté. C'était le plus beau jour de ma vie. Tu vois, et ça, c'est la chance, c'est parce que j'avais quelqu'un qui était en contact avec la personne, tu vois. Et la personne lui a rassuré le client en disant que cela n'a pas le problème de compétence. C'est qu'à ce moment-là, donc la personne a dit au client cache que ma relation était trop occupée, tu vois, et que il plaît. Parce qu'il y avait une mission, il n'y avait pas quelqu'un pour faire, et la personne cherchait, le client cherchait quelqu'un pour gérer la mission, tu vois. Et la personne qui était avec le client m'a recommandé en disant que, et pas le client me connaissait, mais le client ne m'aimait plus, tu vois. Alors, la personne a réussi en disant que non, c'est parce qu'il était occupé. Donc c'est cette chance-là, il ne sait pas, c'est presque impossible d'avoir une deuxième chance avec quelqu'un qui n'est pas au pays. Donc moi j'ai eu cette chance qu'on a convaincu le client, je peux faire la mission. Et vous assure, si là le client me disait qu'il ne payait pas, moi je faisais quand même la mission. Parce que pour moi, je mettais même point donné à satisfaire tous mes clients. Donc j'ai fait la mission et le client était satisfait, j'étais tellement heureux. Donc l'argent même que le client m'a envoyé, tu t'en foutais. J'étais heureux parce que là je suis réancré dans les bonnes cases du client. Waouh. Ok. Malheureusement pour l'échec à l'école, je n'ai pas pu revenir en arrière. Ok, les gars, dernier point abordé, et c'est par là qu'on va sortir d'ailleurs. Santé mentale, pardon, santé mentale. Est-ce que à un moment donné, quand tu te lances dans ces histoires de gombo là, tu as l'opportunité d'aller en vacances? Parce on ne le dit pas assez, mais le corps fatigue énormément, parce que moi il m'arrive comme ces périodes aussi de décembre aussi de manquer énormément de productivité. Déjà le corps est fatigué, tu vois, ça prend énormément de ressources et de matière grise. Est-ce que quand tu fais cette activité là en freelance ici au pays, est-ce que tu as vraiment la possibilité d'aller en vacances? Bon, pour les vacances, comme j'ai dit, il faut avoir une certaine discipline quand on est un freelance. Il faut savoir qu'on est un peu comme une entreprise, tu vois, et en entreprise... On est une entreprise. Donc, et en entreprise, tout emploi a droit au congé. Donc, ça veut dire que, quand je dis pas les strict, c'est qu'il faut savoir dire non à un moment donné. Il faut savoir dire non. Parce que si c'est que tu ne respectes pas certaines règles ou certains principes toi-même, tu n'iras jamais en congé. Et c'est la pire chose que tu puisses faire parce que c'est ta santé mentale, comme tu as dit, qui est engagée. C'est pas bon. Pas bon du tout. Et même pour aller plus loin, pour de plus en plus satisfaire les clients, il faut se reposer. Si tu ne prends pas cette pause-là, tu vas faire de plus en plus d'erreurs. Un burn-out est déjà arrivé? Je ne sais pas si on va appeler ça burn-out. Parce que je ne connais pas l'image de burn-out. Bon, je peux plutôt dire ce qui m'est arrivé. Moi, il m'est arrivé à un moment donné où je n'avais plus le goût de travailler. J'ai fait quasiment une semaine ou plus même sans avoir l'envie. En fait, j'ai fait un désintéressement total du code. Donc, je n'arrivais plus à travailler. En fait, je n'avais rien fait. Donc, j'ai un travail là, je mets à côté. En fait, je n'ai rien fait pendant une semaine. Bon, je ne sais pas si on appelle ça burn-out. J'ai fait une semaine sans avoir aucun goût pour le travail et je n'ai pas travaillé. Burn-out va un peu plus loin. Burn-out, c'est plus d'une semaine. En burn-out, tu peux faire 6 mois sans te lever même chez toi. On ne sait pas encore à ce niveau. Donc, ça veut dire qu'il faudrait
à chaque moment, à un moment donné, toujours se donner une pause. Oui, il faut, c'est important, c'est très important. Et aussi, quand on est développeur, il faut faire beaucoup de sport. C'est le fait d'être assis toute la journée là et les membres se ramouchent. Moi, je dis ça parce que j'ai vécu des expériences bizarres. Il y a des choses que j'ai fait avec la main qu'aujourd'hui, quand je le fais, je sais pas, je fais un petit truc. Ça va peut-être sembler bête l'exemple que je vais prendre, mais aujourd'hui, quand moi je lave mes habits, je ne peux pas laver beaucoup d'habits et ça me fait mal aux mains. Alors qu'avant, je lavais les bassines d'habits chez nous, je lavais la plat main. Ce que tu dis est très vrai, gars. Il faut toujours essayer de faire des activités physiques de temps en temps. Nous, comme métier nous impose à rester assis sur place et tout. Et aussi, moi, je ne sais pas si c'est au moment de dire ça comme ça, mais moi, je dirais que le freelance, en fait, l'informatique en général, c'est le plus beau métier du monde, surtout quand tu fais un freelance et que tu réussis à t'en sortir. Parce que moi, il m'est arrivé de faire une semaine de voyage, même 5 fois, mais surtout en que travail. Tu montes, tu descends. C'est la magie. C'est la magie. Tu peux flâner dans tous les restos de la ville, tous les cafés, tu travailles, tu n'as pas de problème. Là, actuellement, tu prêches un convaincu, gars. Passionné d'abord, comme tu connais. Bon, sauf que on a vraiment deux approches différentes. Moi, je suis beaucoup plus cariste. Sauf que les gens pensent souvent que quand on dit cariste, là, ça veut dire que tu ne fais pas de gombo à côté. Hein. On fait les gombos, mais pas à la même échelle que vous. Vous visez l'indépendance carrément. Alors que nous, on vise une bonne carrière et on cherche juste à faire en sorte que les fins du mois soient très arrondies. Pas arrondies, mais très arrondies. Et quand tu parles d'informatique, le plus beau métier du monde, c'est vrai que là, on n'est plus dans le cadre du freelance. Là, on parle d'informatique. J'ai bien dit ça que informatique. Je suis redescendu, j'ai dit que développeur. Et j'ai dit que freelance. Ah bon? Parce que c'est vrai qu'il y a des CD où tu peux avoir des jours de télétravail, mais on appelle ça télétravail justement parce que c'est une fraction, donc déjà 2 jours par semaine, 3 jours, ça varie. Bon, le freelance, flexible, en fonction de mes moyens, par exemple, moi je peux décider que dès que je sors d'ici, je m'en vais à Dubaï. Rien ne m'empêche, je vais aller dans l'avion, je vais travailler, arriver à Dubaï, je vais travailler. En fait, je n'ai pas de... Comment on dit ça, libre géographiquement. C'est vrai que là, non, je peux pas... Et moi, j'adore ça. Je suis arrivé au point où... Avant, tu vois, avant quand je commençais, je disais souvent que si c'est que Orange m'appelle ou MTN m'appelle, je vais courir, tu vois un peu, je vais tout faire pour un Shabbat. Et tu vois, ce métier m'a fait arriver à un niveau où je suis capable de dire non à Orange, tu vois. Je suis tellement fier de ça, pas fier de vous faire là, mais parce que j'ai trouvé moyen d'avoir tout cet argent-là, avoir plus, mais en étant indépendant, en étant libre et tout, tu vois. Non, ce que tu dis, et je suis vraiment un cariste et tout, mais je peux pas te corriger parce que moi, je ne peux pas être un bon exemple actuellement. Parce que justement, moi, actuellement, The Guild, c'est grâce à The Guild que j'ai trouvé ma mission. Et le full remote, comme tu disais, c'est comme une drogue. Quand tu goûtes à ça une fois, le fait de te lever et travailler où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, faire ton daily à 8h, coucher sur le lit, te lever à 9h et commencer à travailler à 12h, prendre ta pause à 14h. Bref, c'est ce que tu dis est vraiment très vrai. Bon, c'est très vrai. Là, je te rejoins totalement. Et il faut faire un petit disclaimer. Quand tu parles, il ne faut pas que les gens croient que c'est le tout. Pour passer quand tu fais ton... Il va croire que... Alors, c'est difficile après. Oui. Quand j'ai dit que tu fais ton daily à 8h, tu te lèves du lit, tu fais ton daily à 8h sur le lit en étant couché, tu te lèves à 9h, tu commences à travailler à 12h, tu prends ta pause à 14h. Ça, c'est sachant que tu vas dormir à minuit parce que tu vas rattraper tout le temps où tu vas flémarder. Ouais, et sachant qu'il faut aussi être compétent pour faire ça. Exactement. Il faut se connaître. Comme tu as dit, il faut connaître ses limites. Savoir que, bon, comme aujourd'hui, là, je vais aller manger de 12h à 16h. C'est parce que c'est que la tâche, si 3 heures de temps, hyper concentré, c'est plié. Et c'est livré. Il faut se connaître, connaître ses compétences. Il faut aussi bien gérer son temps. Tu as totalement raison. Il faut aussi bien gérer son temps. Parce qu'il y a aussi un moment, voilà, quand j'étais dans ces 3 trucs qui ont été racontés là, il y a des moments où ça allait bien. Comment je faisais? Gestion du temps. Ça veut dire que, comme je me mettais à fond. Tu vois, je faisais un truc que j'étais jusqu'à telle heure pour faire. Je me dis, en fait, que si je ne réussis pas à le faire, moi, je me dis que, en fait, je me disais que je suis compétent. Non, si je ne réussis pas à le faire jusqu'à ce moment, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, je laisse d'abord, je laisse ma info. Et généralement, à 99% des cas, quand il revenait, je trouvais toute la solution. Non, c'est clair. Ok, les gars, je crois qu'on va sortir de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à placer, Martial? Non, franchement, pas grand chose à dire. L'émission était parfaite. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, devenir freelance au Cameroun, ce n'est pas de tout repos. Il va falloir braver beaucoup d'obstacles. Et être compétent. Et être très, très compétent. Pas compétent, très, très compétent. Et surtout, savoir se vendre aussi. Marcelin, toi, tu voudrais ajouter un truc? Ok, oui. Comme Marcel a dit à sa suite, il faut être compétent. Bon, moi, je voudrais ajouter... comme vous le savez peut-être, ceux qui ont suivi les derniers podcasts ou
le Tech Summit. Moi, je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle FreeMoPay, où on a développé notre plateforme qui permet de digitaliser les tontines et les collectes de fonds. Et derrière, on a aussi un service qui est c'est un agrégateur de paiement en fait qu'on a développé. Et je parle ici à tous les développeurs businessmen qui développent des business et ont besoin de collecter de l'argent pour rentabiliser leur business. Donc, il est possible d'entrer en possession des API en contactant FreeMoPay sur notre site web, ou alors, c'est pas, il peut peut-être donner un numéro. Oui, bien sûr, tu peux, vas-y, fais ton Vous place. pouvez contacter FreeMoPay sur le site web, il y a un numéro pour le service client, ou alors vous pouvez directement me contacter. J'ai aussi un numéro pour le côté communication, qui est le 673 51 32 02. Et on pourra voir comment vous donner accès aux API de paiement. À noter que son nom sur LinkedIn, c'est Marcelin Fouran. C'est ça. Ouais. Ok, les gars. En gros, rien d'autre à ajouter, chers auditeurs. Si vous avez Yamo, n'hésitez pas à vous abonner, partagez massivement ce podcast parce qu'il aide énormément de développeurs et énormément de nos jeunes petits frères qui sont encore à l'école. On remercie particulièrement tous ceux qui nous suivent et qui nous donnent la force, Donnet Cameroun, Tamko Kwadjo Clarence et tous ces seigneurs-là qui nous poussent à fond. On remercie Kalak FM et particulièrement Serge Yel, notre bon manager qui est derrière là et qui gère tout ce qui est son. C'était The Dev Talk Show, le podcast tech où on parle franchement et sans langue de bois.